John Locke, la connaissance d'un homme ne peut aller au-delà de son expérience. John Locke naît en 1632 d'un père avocat, dont la clientèle aisée lui permet de procurer à son fils une solide éducation, d'abord à Westminster puis à Oxford. Locke est séduit par l'approche empiriste du chimiste Robert Boyle, dont il s'emploie à diffuser les idées. Son influence se marque surtout en matière politique à travers ses 2 traités sur le gouvernement, dans lesquels il affirme son opposition à l'absolutisme et défend la séparation des pouvoirs. Favorable à une monarchie constitutionnelle, il considère que la société doit être fondée sur un contrat, mais si le souverain outrepasse ses droits, l'insurrection est légitime. Il s'exile par 2 fois avant de regagner l'Angleterre avec l'avènement de Guillaume III et de Marie de Stuart. Dès lors, il se consacre à l'écriture jusqu'à sa mort en 1704. John Locke est l'une des 3 grandes figures de ce que l'on a appelé l'empirisme anglais, avec George Berkeley et David Hume. D'une façon générale, l'empirisme consiste à soutenir que toute connaissance humaine provient directement ou indirectement de l'expérience que nous faisons du monde, par l'entremise exclusive de nos sens. Ce point de vue s'oppose frontalement à celui des philosophes rationalistes comme Descartes, Spinoza ou Leibniz, qui soutiennent qu'en principe, tout au moins, il est possible d'acquérir la connaissance par le seul usage de la raison. De fait, l'opposition entre les 2 écoles est moins tranchée qu'on ne le pense souvent. Les rationalistes concèdent tous qu'en pratique, les connaissances que nous avons sur le monde sont nourries de notre expérience, en particulier dans le domaine de la recherche scientifique. De son côté, Locke parvient à sa conception personnelle de la nature du monde en appliquant aux données de l'expérience sensible le mode de raisonnement que l'on a appelé par la suite l'abduction, à savoir inférer la meilleure explication à partir de l'observation. Il s'emploie par exemple à démontrer que la meilleure explication du monde tel que nous pouvons l'observer est la théorie corpusculaire, selon laquelle le monde est constitué de particules microscopiques ou corpuscules et qui jouent un rôle essentiel dans la pensée de Locke. Venant de Locke, l'affirmation selon laquelle la connaissance d'un homme ne peut aller au-delà de son expérience peut donc sembler quelque peu contradictoire, ou tout au moins excessive, dans la mesure où l'induction consiste à aller au-delà de l'expérience sensible. Cependant, dans son essai sur l'entendement humain, Locke argumente longuement contre la théorie des idées innées par laquelle les rationalistes justifient que l'on peut parvenir à la connaissance sans l'expérience. Cette conception, selon laquelle l'être humain vient au monde avec des idées innées et que ce sont elles qui nous permettent de connaître la nature du monde qui nous entoure, indépendamment de toute expérience, est presque aussi vieille que la philosophie, puisqu'elle nous vient de Platon. Pour Platon, toute la connaissance véritable se trouve en nous-mêmes, mais lorsque nous mourrons, notre âme se réincarnera dans un nouveau corps et le traumatisme de la naissance nous fera tout oublier. Depuis, de nombreux penseurs ont contesté la théorie de Platon en soutenant que toute connaissance ne peut être innée, que seul un nombre limité de concepts peut l'être, comme le concept de Dieu, mais aussi celui de structures géométriques parfaites, comme le cercle ou le triangle équilatéral. Pour ces penseurs, ce genre de connaissance peut effectivement être saisi sans expérience sensorielle directe, de la même façon qu'il est possible d'élaborer une formule mathématique en ne recourant qu'à la puissance de la raison et de la logique. Descartes, par exemple, déclare que bien qu'il croie que nous possédons tous une idée de Dieu qui serait imprimée en nous, la connaissance de l'existence de Dieu ne peut parvenir à notre esprit conscient que par le cheminement de la raison. Locke s'oppose à cette idée que l'être humain puisse posséder quelque connaissance innée que ce soit. Lorsqu'il vient au monde, son esprit est une ardoise vierge, tabula rasa, une feuille blanche sur laquelle l'expérience va écrire de la même façon que la lumière crée des images sur une pellicule. Pour Locke, nous ne possédons rien au départ, sinon cette capacité qu'a l'être humain d'appliquer la raison aux informations qu'il recueille au moyen de ses sens.
Il n'existe pas le moindre indice permettant de penser que des principes universels seraient déjà gravés dans l'esprit des enfants lorsqu'ils viennent au monde. Bien au contraire, écrit-il, il est clair que les enfants et les idiots n'ont pas la moindre idée de ces principes et qu'ils n'y pensent en aucune manière. Par suite, toute théorie basée sur l'existence d'idées innées doit être tenue pour fausse. Pour Locke, la notion même d'idée innée est incohérente. Pour qu'une idée soit une idée, il faut bien qu'elle soit présente quelque part dans l'esprit de quelqu'un. Or, une idée qui serait vraiment innée devrait être une idée qui précède toute expérience humaine. Locke concède à Leibniz qu'une idée peut être si profondément enfouie dans la mémoire qu'il peut être parfois très difficile, voire impossible, de s'en souvenir, si bien qu'elle n'est plus accessible à la conscience. En revanche, les idées innées sont censées exister quelque part, avant même la présence de tout mécanisme capable de les concevoir et de les faire parvenir à la conscience. Pour Locke, c'est inconcevable. Les partisans de l'innéité posent que, puisque ces idées innées sont présentes en chaque être humain dès sa naissance, elles sont par nature universelles, c'est-à-dire qu'on doit les retrouver en tout lieu et en tout temps. Platon, par exemple, soutenait que chacun est en mesure d'accéder à cette connaissance fondamentale et qu'il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes ou entre les esclaves et les citoyens libres. Du temps de Locke, il était courant d'affirmer que, puisque les idées innées ne peuvent nous être données que par Dieu, elles doivent être universelles, car Dieu étant juste, il ne les aurait pas réservées à certains. Locke critique cette notion des idées universelles en soulignant que la simple observation du monde qui nous entoure suffit à nous prouver qu'il n'en est rien. Et quand bien même il existerait des concepts ou des idées que partageraient absolument tous les êtres humains, il ne s'ensuivrait pas nécessairement que ces idées sont innées. On peut toujours trouver d'autres explications à leur caractère universel, comme le fait que tous les hommes disposent des mêmes moyens de base pour percevoir le monde. En 1704, Gottfried Leibniz a réfuté les arguments empiristes de Locke dans ses nouveaux essais sur l'entendement humain. Pour Leibniz, les idées innées sont le seul moyen concevable qui puisse nous permettre d'acquérir des connaissances qui ne reposent pas sur l'expérience sensible, et par conséquent, Locke a tort de nier leurs possibilités. La question de savoir si les êtres humains peuvent ou non savoir quelque chose au-delà de ce que perçoivent leurs 5 sens fait toujours débat de nos jours. Si Locke rejette la notion d'idée innée, il ne rejette nullement l'idée que les êtres humains possèdent des capacités innées. Bien au contraire, la possession de capacités telles que la perception et le raisonnement joue un rôle central dans la façon dont il conçoit les mécanismes de la connaissance et de la compréhension chez l'homme. À la fin du XXe siècle, Noam Chomsky a développé cette idée dans sa théorie du langage. Il existerait dans l'esprit humain un processus de pensée inné capable de générer une structure profonde et universelle du langage. Selon Chomsky, par-delà toutes leurs différences structurelles apparentes, toutes les langues humaines ont été générées à partir de ce fond commun. Locke a joué un rôle important en s'interrogeant sur la façon dont les hommes acquièrent la connaissance à une époque où la compréhension du monde se développait à un rythme sans précédent. Les philosophes des époques précédentes, en particulier les penseurs scolastiques comme Thomas d'Aquin, avaient conclu que certains aspects de la réalité échappent à l'entendement humain. Mais John Locke a franchi un pas supplémentaire. Par son analyse détaillée des facultés mentales de l'homme, il a cherché à déterminer où se trouvaient exactement les limites du connaissable. Citation. « Il me semble quasi contradictoire de dire qu'il y a des vérités imprimées dans l'âme qu'elle ne perçoit ou ne comprend pas. Supposons donc qu'au commencement, l'âme est ce qu'on appelle une table rase, vide de tout caractère, sans aucune idée, quelle qu'elle soit. Comment vient-elle à recevoir ces idées ? Si nous considérons attentivement les enfants nouvellement nés, nous aurons peu de raisons de penser qu'ils apportent avec eux beaucoup d'idées en venant au monde.